Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv pour cette émission comme lundi, mercredi, vendredi de 21h à minuit. Comme d'habitude, grand bonjour à la régie, grand bonjour aux modérateurs, amis connectés et évidemment à tous les métanautes pour une soirée avec Alain Benajam. Alain, bonsoir. Bonsoir. Alain aficionados, on te présente plus, il fait partie des meubles. Il y en a qui m'aiment pas, mais il y en a qui m'aiment bien. Il y a de tout, t'inquiète pas, c'est pareil. Ah là là, ne t'inquiète surtout pas. Même nos ennemis regardent, c'est ça le charme de cette émission. Et voilà, d'ailleurs, je commencerai par te remercier, Alain, pour la campagne législative et pour ton aide pendant la campagne. Et merci beaucoup. Tu m'as fait revenir de Dubaï. Voilà, je t'ai... voilà, tu as été vraiment indispensable pour justement faire tous ces rendez-vous, cette administration. Et merci. Voilà, je le dis en direct, tu vois. Et aussi, tiens, j'en profite parce que tu sais comme en ce moment, on est dans l'éventail des rumeurs. Des gens pensent que tu es le grand financier de Meta TV depuis le début, que tu as ramené des fonds qataris, iraniens, russes. Ah oui, j'ai des gens qui me le disent. Oui, mais il a ramené des fonds iraniens et tout. Et en plus, il y a des gens qui disent, oui, regardez, il va tout le temps à Dubaï, c'est lui qui finance Meta TV. Bon, je dis, bon, bah non, bah... J'ai du mal à me financer. Voilà, bon, c'est pour voilà tous les grands sphincters anonymes d'internet qui se délectent à la moindre odeur. Si on avait des grands capitaux, on n'aurait pas ce petit studio comme ça. Ah oui, amis sphincters qui vous délectez de chaque odeur. Voilà la réalité des choses. Donc, en tout cas, voilà, page refermée, comme on dit, mais pour que tout le monde comprenne bien, bienvenue à toi, Alain, pour cette émission où on a décidé de parler de plusieurs choses, en particulier de ton projet que tu veux, qui est un projet très intéressant, on va en parler. Mais avant ça, comme d'habitude, on va faire, voilà, et puis on va parler aussi un peu actualité, de tout ça, parce que forcément, avec tout ce qui s'est passé, alors déjà à l'international, mais aussi en France, alors on va commencer par la France, Macron... président, attends, c'était pas, on n'avait pas fait d'émission. Si, on a fait une seulement, je crois, depuis qu'il était président. Je crois pas qu'on ait fait d'émission. Non, c'est la première fois depuis que Macron est président. Donc voilà, c'est la première. Macron envoie de gagner les législatives, mais d'une façon presque indécente. On parle, j'ai vu des projections, on nous dit, avec donc 15% des votes, il aurait 500 sièges. On parle, on fait des projets. Mais c'est très bien, parce que ça montre que la République, c'est n'importe quoi. C'est au moins démonstratif. Les gens vont bien voir que tout ça, c'est de la rigolade, quoi. Ça n'existe pas, il n'y a pas de démocratie. Parce que ça veut dire 15... En gros, parce que bon, c'est vrai qu'il y a une abstention fabuleuse. Oui. Ici, tu as vu, on était à... Moi, dans cette circonscription, c'est 75% et quelques. Chez toi, c'est pas loin, je crois. Pareil, enfin, c'est des taux... oui, une chèvre, elle passe avec 300 voix. Où il y a un taux d'immigration important, c'est vrai que les abstentions à Saint-Denis, pareil. Les gens, ils sont complètement désintéressés. Alors, moi, ce que je retiens aussi, au-delà, on sait que ces banlieues, ça vote pas forcément plus qu'ailleurs, c'est clair. Mais aussi, là, dans cette élection, spécifiquement, ce sont on va dire, la défection des autres partis. Tu sais, par exemple, des partis emblématiques, comme le Front National, comme l'UPR, comme, on a vu, on pourrait presque dire, même aussi France Insoumise, qui n'ont pas fait... des scores, très de ce qu'on attendait, en tout cas, en comparaison de la présidentielle, bien sûr. J'ai eu une analyse là-dessus qui est la continuité de ce qu'on a exposé ici depuis plusieurs... On a été un petit peu les précurseurs. Et d'ailleurs, Mélenchon a repris, lui aussi, cette idée-là de changement de modèle social, qu'on appelle doctement paradigme, de changement de modèle social et de la fin de tout modèle d'organisation pyramidale du fait de la pratique sociale de réseau. C'est toujours la pratique qui imprime les idées aux gens, la pratique sociale. Je veux dire, c'est marxiste, mais même, on peut dire que c'est marxien. Il n'y a pas que lui qui a défini, qui a dit qu'une pratique formait la conception du monde des gens. Or, aujourd'hui, tout le monde est dans la pratique de réseau.
tout le monde, et surtout les jeunes. Oui, bien sûr. Donc on voit combien il y a de Facebookiens dans le monde. Je crois que c'est 1 milliard, je crois que c'est un truc comme ça. C'est tout. Bon, alors, donc, il y a une pratique de réseau, et cette pratique de réseau, elle donne à changer complètement la vision qu'ont les gens, leur conception du monde, leur conception avec les rapports avec les autres. Parce que dans cette pratique de réseau sur Facebook, chacun raconte son histoire, les autres disent « mais non, c'est pas ça, c'est pas vrai ». On ramène des informations des médias, il y a beaucoup, et puis certains disent les contestent, certains non. Donc il y a une discussion sur la réalité. Il n'y a plus ce que j'appelle parole d'évangile. C'est pas du tout anti-chrétien que je dis, mais c'est une image de la parole d'évangile, c'est-à-dire de la parole verticale qui est dogmatisée et qu'on ne peut plus remettre en cause, que personne ne peut remettre en cause. Tout ça, ça n'existe plus, bien que les tenants du pouvoir essayent par tous les moyens de recomposer une parole d'évangile, mais cette parole d'évangile explose. Alors, ça, c'est le contexte qui existe actuellement, et c'est ce qui a permis à Trump d'être élu contre l'État profond, c'est-à-dire ce qui a l'organisation la plus puissante du monde, l'État profond états-unien, la plus puissante de par tous ses moyens. Elle n'a pas réussi à l'éjecter, et ça on pourra reparler de Trump peut-être tout à l'heure, mais si tu veux, le macronisme, lui, il est venu en éradiquant quasiment tous les partis du XXe siècle. Il les a complètement. Le Parti communiste, il n'y en a pas. Le Parti socialiste, il n'y en a pas. Les républicains, ils sont en train d'éclater après les législatives. Ils ont éclaté complètement. Et même les partis dits dissidents et d'opposition, ils ont soit rien fait, soit éclaté. Le Front National a éclaté. La belle parole magnifique d'Astino à l'UPR, ça n'a rien donné. C'était pissé dans un violon. Le sympathique Dupont-Aignan et son deux ou la France. Ça a pas assez. Voilà. Ça a été pire que d'habitude, si tu veux. Donc, la forme parti politique, pour moi, elle est terminée. On n'en parle plus. Macron n'a pas pris cette forme-là. Il a fait bien attention à ne pas prendre une forme parti politique. Il a bien fait attention de ne pas dire ni droite ni gauche, mais de ne pas parler de la droite et de la gauche, parce que la droite et la gauche, du point de vue analytique, ça ne veut pas dire grand-chose. Soit ça ne veut pas dire grand-chose, soit ça ne veut rien dire du tout. Et quand tu dis ni droite ni gauche, ça fait facho. Oui, surtout que les gens, par exemple, ça c'est vachement intéressant, cette idée de droite, de gauche, elle tient en fait à des idées qu'ils ont par rapport à leur idéologie. Par exemple, je vais prendre un exemple concret pour comprendre. Moi, sur mon tract, il y avait marqué « Je suis pour le retour de la discipline et le respect à l'école ». Quand je rencontrais les gens, ils me disaient « Ah, mais ça, c'est de droite, ça, monsieur !» La discipline et le respect à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me paraît une évidence, qui est quelque chose justement de ni droite ni gauche, mais de bon sens, apparaît comme une idée de droite. Donc d'ailleurs, ce qui voudrait dire au passage, les gens de gauche seraient pour l'indiscipline et l'irrespect. Enfin, mais c'est nouveau, parce que de mon temps au Parti communiste, ça n'existait pas, si tu veux. Donc on peut parler de la néo-gauche et pas de l'ancienne gauche. D'accord. L'ancienne gauche et le Parti communiste étaient au contraire extrêmement rigoureux sur tout ce qui est social, était extrêmement traditionnel et traditionnaliste. Je sais qu'il était contre la pilule, contre l'avortement, etc. Donc, à moins que le Parti communiste des années 60 n'était pas à gauche, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est la néo-gauche qui a été imposée par les trotskistes qui est comme ça. Parce que la gauche communiste, elle n'existe plus déjà. Elle a disparu avec l'URSS, avec
tout ce que l'idéologie qui a pu mettre en route le Parti communiste, notamment après la Libération, en se présentant comme le parti des fusillés, le parti des patriotes. Oui, complètement. Oui, c'était le parti des patriotes, le Parti communiste. Donc, si tu veux, pourquoi quand tu parles de patriote à un néo-communiste... Comment ils ont fait pour l'extraire, justement, puisque aujourd'hui, cette tendance patriotique, elle est plus représentée à gauche. Alors, bon, c'est... Enfin, peut-être, allez, un peu, on me dira Mélenchon, on parlera peut-être. Allez, un petit peu, on va dire. Mais sinon, en tout cas, elle est plus... Je peux en dire une coupe, puisque je l'ai vécu. En réel, puisque moi, j'ai adhéré à un parti communiste à 18 ans. Sur ma première carte du Parti communiste, elle était signée Maurice Thorez, tu vois. Ta carte est signée Maurice Thorez. La première carte était signée Maurice Thorez. Donc, tu vois que... historique, ouais. Ça remonte à... Je suis vieux. Je suis vieux. J'ai une micro-anecdote. Je venais juste voir mon médecin, parce que comme j'ai eu un cancer qui vient voir, je me plaignais un petit peu. Je dis, ouais, j'étais à Shanghai, j'étais à Dubaï, machin, il fait ceci, il fait ça. Il me dit... Vous devriez être mort, alors vous plaignez pas. Tu vois, c'est ce qu'il a dit. Bon, alors donc, je suis pas mort. Donc, moi, j'ai vécu ça. Et c'est bien, si tu veux, d'écouter les vieux. Oui, les vieux sages. Comme en Afrique. Voilà. Donc, moi, j'ai adhéré. C'est le colonel Henri Roltanguy qui a fait mon adhésion. C'était un colonel. Ouais. Oui. Qui a fait mon adhésion. Stars, dis donc. Une carte signée par Maurice. Pendant un meeting sur la libération de Paris. D'accord. Et donc, moi, j'ai adhéré sur deux idées. L'idée patriotique et l'idée anticoloniale, après la guerre d'Algérie. Bon. Donc, ce parti, quand j'y adhéré, c'était le parti Produisons français, la carte de France, US Go Home. Le fond du parti, c'était patriotique, mais avec un grand P. Moi, quand j'ai adhéré à Bobigny, tous les mecs qui avaient, à l'époque, avaient 40 ans, quoi. Comme tu vois cette image où on voit la France avec une pieuvre, et puis c'est marqué « L'Amérique ne passera pas », c'est l'image du Parti communiste. Tous les hommes mûrs que j'avais en face de moi, c'était des anciens FTP. Tous. FTP, pour les anciens, c'est le mouvement de libération. Les francs-tireurs partisans français, c'est des mecs... moi, j'étais tout jeune, intellectuel, là-dedans. J'avais que des prolos de 40, 50, 60 ans. Et je faisais des petits discours politiques. Et il y en a qui me disaient « Ouais, te casse pas. Moi, tous les mois, je sors ma Sten, ma caisse de grenades, je la graisse. » Et c'est tout. Et encore une autre anecdote, en 61, quand les parachutistes devaient descendre sur Paris et que Michel Debré voulait armer le peuple français, sauf les communistes, le Parti communiste à Bobigny avait demandé à constituer un stock d'armes, et ils en ont eu des quantités industrielles. Même il y en a qui ont sorti un Sherman d'une grange, un char. Un char Sherman. Il y a des vieux qui sont venus avec une mitrailleuse et les caisses de balles. Donc, incroyable, d'accord. Donc cette gauche à l'époque n'a rien à voir. Simplement le problème, et là j'ai du mal à comprendre, ce foutu programme commun en 72. C'est-à-dire que l'idéologie du Parti communiste à l'époque était de faire alliance avec les socialistes. Mais c'est Mitterrand qui a voulu ça, non Non, c'est les communistes. C'est les communistes, d'accord. Les communistes qui ont voulu faire alliance avec les socialistes. On prétend souvent, j'entends prétendre que c'est Mitterrand qui a voulu cette stratégie. Le dogme, mais les socialistes au début ils voulaient pas. Le dogme, c'était de faire le congrès de Tours à l'envers. C'est le congrès de Tours qui a fait la scission. Et donc ça deviendra le congrès d'Épinay, c'est ça d'ailleurs. Non, même pas. Même pas, c'est après. D'accord. Et donc le dogme communiste, c'était de reconstituer l'unité de la classe ouvrière en pensant que le Parti socialiste était la classe ouvrière. Donc de reconstituer un parti avec réformistes et révolutionnaires en même temps, capable de transformer la société, et tout ça sur une idée qui n'était plus révolutionnaire, où on abandonnait la dictature du prolétariat, mais on voulait aller vers le socialisme par les urnes, etc., etc. Bon, toujours est-il que le dogme communiste était de faire ce programme commun, et finalement les communistes ont réussi à convaincre les socialistes et une partie des radicaux à faire ce programme commun en 72. À partir du moment où il y a eu ce programme commun, ça a été la fin.
C'est-à-dire que il n'y a plus, le Parti communiste était dilué dans ce qu'on a appelé la gauche. C'est-à-dire on ne parlait plus de Parti communiste, Parti socialiste. On parlait de la gauche unie. L'union de la gauche, d'ailleurs. L'union de la gauche, la gauche unie. Et avec les désistements, etc. Des candidats, même en 65, il y a eu un candidat commun de la gauche, Mitterrand était candidat commun de la gauche. Hein, et donc, on ne parlait plus que de la gauche. Et donc, la structure de cette gauche a changé et donc est devenue plus classe moyenne que prolétaire. Quand j'ai adhéré au PCF, le PCF, c'était un parti de prolos. Les gens, ils venaient en salopette, en bleu de travail aux réunions, hein, avec les G20 au pied, tu vois, les G20 du dimanche. C'était des prolétaires, ils travaillaient dans les usines métallurgiques à côté. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mitterrand, au congrès d'Épinay, il s'est trouvé sans cadre. Il avait des vieux cons. Il avait, c'est pas qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait, enfin tous les anciens cadres de fer et d'autres. Bon, et lui, il s'est dit, il faut que je trouve des cadres venant de structures. Et il a trouvé des trotskistes. Il a été chercher des trotskistes et il a fait un deal avec Lambert. Et donc, il a fait venir des trotskistes lambertistes, comme Cambadélis, comme Mélenchon, Jospin aussi. Jospin, tous ces gens-là. Ouais. Donc, toute une flopée accessoirement Eddie Plenel, Serge Julie, tous ces gens-là sont de la même tendance. Tous ces gens-là sont devenus des dirigeants du Parti socialiste et ont amené au Parti socialiste leurs idées. D'abord, c'était des petits bourgeois, il n'y avait pas d'ouvriers. Hein, il n'y avait jamais eu d'ouvriers dans les troscards. C'était des petits bourgeois. En plus, ils ont amené avec eux d'abord l'idée farouchement anticommuniste, toujours anticommuniste, anti-stalinien, comme il disait, hein, l'idée mondialiste. Pour eux, la nation, c'est fasciste. Donc, ils ont ramené avec eux un ensemble d'idées, et petit à petit, le Parti socialiste a phagocyté le Parti communiste. Les gens se disaient, bon, on va voter à gauche, vaut mieux voter socialiste. Vous mettez socialiste, puisque... que les cocos, il y a l'URSS, tout ça, bon... Voilà. Et donc, l'idée générale de la gauche et de l'homme de gauche a changé du point de vue du point de vue de classe, du point de vue de la... ce n'était plus un ouvrier, l'homme de gauche, si tu veux, hein. Les gens de gauche sont devenus des classes moyennes, beaucoup d'enseignants, des intellectuels. Des fonctionnaires, des fonctionnaires aussi. Des fonctionnaires, voilà. Accompagné d'une désindustrialisation et d'une immigration qui remplaçait la classe ouvrière française, qui fait que la classe ouvrière nationale s'est effondrée et que, si tu veux, la sociologie de la gauche a complètement changé. Donc la gauche est devenue petite bourgeoise, couche moyenne, la classe ouvrière a disparu, et donc le patriotisme a été vu comme quelque chose de mauvais. Il faut se rappeler l'histoire de l'immigration. Quand Marchais en 84 dit... il est contre l'immigration, Marchais, il faut le rappeler. Contre l'immigration massive, etc. Aujourd'hui, il serait classé extrême droite. Il serait peut-être même plus à droite que Marine Le Pen. À l'époque, il se fait casser par le Parti socialiste. Tout à fait. Et par beaucoup de communistes qui étaient... Donc, parce que Mitterrand avait fait rentrer des communistes au gouvernement, il faut bien le dire. C'était la première fois. Qui étaient influencés par ces gens-là. Beaucoup de mes camarades ont commencé à être influencés par ces idées olé d'une gauche non structurée, c'est-à-dire d'une gauche qui est celle de maintenant. C'est une gauche qu'on appelle aujourd'hui, on prend souvent pour la surnommer qu'elle est libérale-libertaire. Économiquement, libertaire sur le plan des valeurs culturelles. Voilà. Sur le plan des valeurs, alors que la société, elle est ni libérale ni libertaire. La société, c'est une société qui est plutôt autoritaire. Bon, peu importe maintenant. Donc c'est pour dire comment
cette gauche, elle a évolué et elle est devenue, finalement, au fil du temps, antinationale. C'est son premier aspect de la gauche d'aujourd'hui, c'est d'être antinationale, d'être mondialiste. Et donc, finalement, elle a fait un deal avec le grand capital. Le grand capital a vu dans la gauche une énorme opportunité, avec le droit de l'homisme, la façon d'instrumenter les droits de l'homme. Donc, l'idéologie fabriquée par le grand capital, fabriquée par l'État profond états-unien, par les Soros et tout ça, cette idéologie fabriquée à partir du début du XXIe siècle, a rencontré l'idéologie de gauche. Il l'a rencontrée. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des points communs. Si ils ont trouvé ça donne des points cette communs. nouvelle gauche aujourd'hui, en plus. Voilà, parce que quand j'étais jeune, être pro-américain, c'était être d'extrême droite. Et donc aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Donc la gauche a changé et l'idéologie de l'État profond et de l'impérialisme, l'impérialisme a utilisé cette gauche. Et on l'a bien vu dans toutes les guerres contre la Libye. On a dit, voilà, c'est des tyrans, les droits de l'homisme, etc. Tout ce dont on a parlé ici depuis beaucoup de temps. Et donc, il y a donc ce deal entre cette gauche et l'idéologie dominante. C'est tout. Donc, voilà. Et donc, nous, voulant être indépendantistes, par force, on va être obligé d'affronter une certaine gauche. Oui, surtout que cette gauche, si on revient en plus, parce que l'historique c'est intéressant, avec Marchais, je crois que ça s'arrête en 90, 92, quand il décède. Donc il va y avoir un changement. Après, c'est Robert Hue qui va arriver au Parti communiste. Et là, Robert Hue, il est complètement converti à ce que tu disais. Complètement. Ça aurait pu être un mec du Parti socialiste. Le Parti Shabada. Robert Hue, pour vous donner là, un peu le truc, il finit avec Macron. Là, en ce moment, là, avec son parti, les progressistes, il soutenait Macron dès le premier tour. Donc un mec comme Robert Hue, c'est le fossoyeur un peu quand même du Parti communiste. Oui. Alors c'est quand même curieux historiquement pourquoi Georges Marchais il adoube ce Robert Hue. On ne sait pas. Pour moi, tout ça, il y a des complots là-dessus. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'on ne saura jamais. Mais c'est pas clair. Pourquoi le Parti communiste, qui aurait dû s'allier avec De Gaulle. Il aurait dû s'allier avec De Gaulle. Il avait plus à faire avec De Gaulle qu'avec les socialistes. Le Parti socialiste a toujours été un instrument dans les mains des États-Unis. Toujours été un instrument dans les mains de l'impérialisme, de tout temps. Donc pourquoi le Parti communiste s'est associé avec le Parti socialiste? Alors ça, c'est le grand mystère, et il sait s'aborder. Et moi, je pense que ça, c'est une action secrète de l'intérieur, de traîtres qui ont fait ça. Je me souviens, en 65, j'ai fait un voyage en URSS avec des jeunesses communistes françaises, jeunesse communiste française, UJCF, l'Union des jeunesses communistes de France. L'insigne, c'est une carte de France. Non, une carte de France avec un mec qui a un bonnet phrygien et une petite faucille et un marteau. C'était ça l'insigne. Je l'ai encore, je l'ai montré ce que c'était l'Union des jeunesses communistes de France. Et donc, on discutait avec des soviétiques, et tous les soviétiques disaient De Gaulle est vachement bien. Bon, là, vous avez de la chance d'avoir De Gaulle. Alors, il dit non, De Gaulle, non, c'est pas bien, c'est le grand capital et tout. Mais non, les soviétiques, mais non, De Gaulle, c'est bien. Mais voilà, et pourquoi on n'a pas suivi ça, alors que, soi-disant, on disait que le Parti communiste suivait l'Union soviétique. Là, il aurait dû. Et l'alliance naturelle que le Parti communiste aurait dû faire, c'est avec De Gaulle et surtout pas avec les socialistes. Surtout pas avec les socialistes. Et donc, voilà où on en arrive là. Et c'est important de l'évoquer parce que c'est la raison, si tu veux, qui fait que ça nous amène où on en est là. Avec cette gauche. Et aussi, ce qu'on veut, nous, c'est récupérer l'indépendance, c'est-à-dire refaire une partie du chemin inverse et montrer que il ne peut y avoir
de démocratie ou de république, sans indépendance, ça n'existe pas. Il ne peut y avoir de société construite sans loi. Et quand il y a une loi, il y a des frontières, il y a un pays, et à l'intérieur de ces frontières, il y a des lois qui s'appliquent, et à l'intérieur d'autres frontières, d'autres lois qui s'appliquent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on veut, nous, créer un mouvement indépendantiste. Alors pourquoi on veut créer un mouvement indépendantiste? Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors ce serait quoi ce mouvement indépendantiste? C'est-à-dire... Attends, on va revenir sur l'échec des gens qui se sont présentés comme voulant défendre l'indépendance nationale. Oui, c'est un échec, oui, c'est un échec. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont mis... voilà, ils ont travaillé, ils ont été sérieux, il y en a plein qui ont fait des bonnes choses. Le père Asselineau, il a parlé à la télé largement. Ouais. Le Front National a commencé à faire une belle campagne. Le discours de Marine Le Pen au Mont-Saint-Michel est magnifique. Ouais, magnifique, j'avoue. Oui, c'est un très magnifique beau discours. C'est vrai. Et puis, tout ça a tourné en eau de boudin. DLF a bien fonctionné. Il a bien appelé à voter Marine Le Pen pour le second tour. Il a bien fait tout ça. Et tout ça, ça s'est effondré. Alors, pourquoi ça s'est effondré? Alors, ça s'est effondré... Eux, ils se sont effondrés. Quand on dit les Français, c'est des cons, ils ont mal voté, non. Les Français, ils n'ont pas mal voté, ils n'ont pas voté. Donc la majorité des Français n'a pas voté. Il faut bien regarder ça, que le Macron, il a fait que 14% des voix. Oui, si on compte au premier tour, il a fait 23% sur le total, mais au législatif, c'est vrai que ça représenterait 15%. Oui, au législatif, ça représente 14%. Non, c'est pas... Donc il faut d'abord relativiser ce pseudo-succès. Il faut voir que dans à chaque élection, on mesure la popularité de l'élu, si tu veux, après l'élection. Donc elle descend, depuis Chirac qui a fait 61, elle descend régulièrement. Lui, il est en dessous de 50%, déjà. Donc il commence mal. Il commence déjà à être extrêmement impopulaire. Donc il commence très très mal. Bon. Et puis, si tu veux... Tout ça est à rapprocher avec ce fameux changement de modèle social. Macron n'a pas pu prendre un modèle social de parti politique traditionnel. Il l'a complètement rejeté, si tu veux. Macron, c'est un phénomène lancé comme une marque de lessive par BFM TV. Et donc, ça a semi-marché. On ne peut pas dire que c'est un raz-de-marée, on ne peut pas dire que ça a marché. La mayonnaise a pris, moi aussi, contre toute attente. Mais je suis obligé d'admettre qu'il y a des gens qui ils sont séduits par Macron, quand bien même ils te sortent effectivement des arguments marketing, c'est pas de la politique, puisque quand tu leur dis pourquoi tu votes Macron, ils te disent parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, Bon, moi je suis vieux et moche, mais bon, donc, oui, ok, on est d'accord. Mais si tu veux, c'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Si tu es optimiste, tu peux voir qu'il est à moitié vide, si tu es pessimiste, il est à moitié plein. Bon, donc, pour moi, Macron, c'est un avatar, un des derniers avatars du système pour se conserver. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le système marchait avec une droite et une gauche qui alternaient, et des conservateurs et des travaillistes, des républicains et des démocrates. Et donc chacun faisait toujours la même politique, et tout ça, ça ronronnait. Voilà. Bon. Maintenant, tout ça, ça marche plus. Ça marche plus. Il y a eu Sarkozy. Lui, il a commencé à prendre des gens de gauche dans son gouvernement. Sarkozy a dégoûté les Français. Après, il y a eu Hollande, il a dégoûté les Français. Et puis après, arrive un mec qui arrive à grand renfort de publicité. On ne peut pas dire que la France se jette dans ses bras, c'est pas vrai. Mais simplement, ce qu'on peut dire, la réalité tangible, c'est que les partis du XXe siècle ont disparu. Voilà. Et tant mieux. Moi, je dis c'est tant mieux qu'on ne parle plus de ces gens-là. Parce que ces gens-là ont mis la France dans l'état où elle est aujourd'hui. Ils portent l'énorme responsabilité de la situation de la France où elle est aujourd'hui. Tu vois ?
le Mélenchouille qui plaît beaucoup à ces dames, un peu sur le retour, lui, il a été de tous les gouvernements, il a été de toutes les guerres. Si tu veux, c'est vraiment le cas typique du cheval de retour qui essaye de se faire refaire une virginité parce qu'il cause bien. Mais c'est tout. Mais il n'a pas fait non plus un tabac. On peut pas dire qu'il a fait un tabac, le Mélenchon. Non, il a fait un bon score quand même. Il a fait un bon score, mais rien. Et qu'est-ce qu'il va avoir comme député? Bah finalement, c'est ça, oui, voilà. Mais en député, ça rien. Il a détourné le bon peuple de c'est tout. Il a mis des gens en colère sur une voie de garage. C'est tout ce qu'il a fait. Donc, face au macronisme, pour moi, il n'y avait rien. Rien d'intéressant. Rien qui puisse intéresser les Français. Voilà. Donc, comme il n'y avait rien, et comme il n'y a rien, on est peut-être idiot de vouloir le faire, mais on va essayer de faire quelque chose. C'est pas plus difficile que ça. Bien sûr que on peut penser que une organisation telle qu'on pense vouloir la mettre en place, elle marcherait bien qu'en cas de guerre, et s'il y avait des morts dans les rues, et si on arrêtait les gens et on les torturait, bien sûr. Mais rien ne dit que ça n'arrivera pas. Parce que les enjeux sont énormes, et il faut bien voir que la finance internationale ne va pas se laisser déposséder comme ça, quoi. Elle ne va pas se laisser déposséder. Le Macron, il va se casser la gueule, et puis il va bien falloir qu'il fasse quelque chose. Donc il faut déjà penser à l'avance, à comment nous, on va essayer de structurer les Français en prenant en compte les erreurs des autres. Faut prendre en compte, il faut apprendre de ça. Il faut apprendre que Père Asselineau, il parle très très bien. Toi, tu étais son porte-parole, donc tu sais très bien. Confirme. Voilà, confirme. Voilà, il fait des belles conférences. Tout ce qu'il dit n'est pas contestable. Tout à fait. Tu vois. Mais il fait rien. Bon. C'est pas rien, c'est que ça prend pas comme il voudrait. Ça prend pas comme il voudrait. Ça prend pas comme ça voudrait. Comme ça voudrait, oui. Comme ça voudrait pour que ça change de la France. Voilà. Et Marine Le Pen, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas un de nos indépendantistes ou pseudo ou voulant recouvrer l'indépendance de la France qui ont réussi à faire quelque chose de conséquent. À part Marine Le Pen, mais bon, elle s'est vautrée avec son discours et bon. Mais ceci étant dit, le problème de Marine Le Pen, c'est le problème du barrage. Oui, parce que dès qu'il y a le nom Le Pen, Front National, t'as tout le pays contre toi. T'as les castors. T'as les castors, t'as les gens de la gauche de merde qui se disent halte au fascisme. Et quand tu parles avec eux, moi à Saint-Denis, je connecte des anciens cocos, si tu veux. J'ai appelé à voter Marine Le Pen au second tour, j'ai écrit là-dessus. Mais les mecs, ils prennent pour un fou furieux, quoi. Ils comprennent même pas, tu peux même pas expliquer, quoi. Il y a un blocage qui se fait, puis tout est verrouillé, tout c'est terminé. Bien sûr. Il n'y a plus qu'à jeter. Tu peux absolument pas. C'est-à-dire que les gens, il y a des espèces de blocages idéologiques, et quoi qu'il arrive, tu auras beau leur expliquer, mais sortons des personnes, essayons de comprendre les projets, ce qui se... Non, c'est pas possible, c'est pour eux. Tu peux pas. Tu es dans un camp et tu peux pas être autre camp, et en tout cas pour eux, il peut pas y avoir de passerelle. Alors que pourtant, tu pourrais leur démontrer pendant 10 ans toutes les passerelles qui existent, ils ne voudront pas les voir, ils ne les reconnaîtront pas. Voilà, donc que faire? Parce que c'est la grande question, c'est un livre de Lénine, que faire? Que faire? Que faire? Alors, on peut très bien rien faire, mais on n'a pas l'habitude, si tu veux. C'est pas dans nos gènes de faire. Et dans nos gènes, ce n'est pas non plus d'aller renforcer des partis obsolètes. Puis quel parti? Tu veux réadhérer à l'UPR? On va adhérer à DLF. Moi, j'ai mis mon adhésion à DLF après l'appel de Dupont-Aignan à voter Marine Le Pen. J'ai dit, au moins, je lui file une petite gratte de plus, tu vois. Donc, j'ai mis mon adhésion à DLF, j'ai mis un peu de pognon. Bon, ok, mais on sait bien que c'est pas ça qui va...
On sait bien qu'il y a une multitude de partis, une multitude d'organisations qui foisonnent. Il faut regarder le foisonnement des gens. Je regardais encore Vernochet avec sa petite télé, si tu veux. Il y a Télé Liberté, il y a plein de trucs. Donc, il y a un foisonnement de gens et sur Facebook qui font leurs vidéos. Voilà, tout ça se foisonne. Bon, ça foisonne, ben, ça ne fait que foisonner. Donc, l'idée que j'ai lancée et qui a été approuvée par un certain nombre de mes amis, c'est d'essayer, j'ai bien essayé, de fédérer ce foisonnement. C'est-à-dire essayer de créer un label pour tous ces gens-là et surtout créer des actions, parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir agir. Donc, créer des comités d'action qui puissent emmener les différentes personnes qui sont dans différentes structures. Moi, je ne veux pas... Concrètement, c'est-à-dire quoi ? Une organisation qui se présenterait, donc, en gros, parce que pour comprendre ce que tu dis, on change de paradigme, les partis politiques traditionnels, la pensée verticale, on oublie. Donc, tu dis, il faudrait plutôt une espèce de fédération qui va regrouper toutes les forces, micro-partis, associations, etc., qui se mettent ensemble et qui se regroupent donc autour de quelque chose de très simple, alors. Très simple. Parce que tu pourras pas... Voilà, il faut le plus grand dénominateur commun pour pouvoir fédérer tout le monde. Voilà, exactement. Mais ce plus grand dénominateur commun, il est énorme, c'est la France. C'est la France. Voilà, c'est la France. Donc la question à poser, est-ce que vous voulez que la France continue en tant que nation indépendante, ou est-ce que vous voulez la disparition de la France, comme le souhaite l'État profond multinational et la finance, qui souhaitent la disparition de la France pour des tas de raisons, parce que la France, c'est le pays de la légalité, c'est le pays de l'État-nation, c'est le premier État-nation constitué, c'est le pays de la loi, si tu veux, et c'est le pays que tout ce qui a été conçu en France, la finance mondialiste n'en veut pas. Tout, de A à Z, si tu veux. Donc à partir de Montesquieu, même avant, si tu veux, tout ce qu'a produit l'intellectuel, la France, ça va absolument à l'encontre de cet ordre mondial qui veut annihiler toute différence, si tu veux, toute différenciation, toute loi, toute société construite, on va dire. Alors, je regarde les réactions, il y en a plein qui disent, je lis un peu comme ça en vrac, on me dit oui, mais ça va être difficile, on pourra pas ça va être très dur de réunir les patriotes ensemble. Et aussi, on me dit, c'est marrant, ce que propose Benajam, ça s'appelle l'UPR. On fait une comparaison. Tu trouves que l'UPR, ça ressemble à ce concept-là ? Ouais, j'étais certain que j'aurais ça. Ah il faut ouais, mais d'accord, mais non, nous on veut pas reconstituer l'UPR parce que l'UPR, c'est écouter Asselineau 4 heures, c'est avoir un comité de machin, des gens qui excluent, non, l'UPR a une organisation obsolète. L'UPR, je ne critique pas les idées de l'UPR. On ne les critique pas, on les défend. Mais son organisation, on ne veut pas en entendre parler. C'est tout. Voilà. Puis il y en a beaucoup qui ne veulent pas en entendre parler de son organisation de l'UPR. Il y en a beaucoup, c'est tout. Parce que on veut pas on parle de Asselineau comme un gourou. Pas un gourou, je ne sais rien, moi. Moi, je l'ai rencontré qu'une fois, quand on s'est rencontrés à la fameuse université d'été d'Annecy, où je suis venu sur un malentendu parce que lui, il voulait des communistes du PRCF, il croyait que j'en étais un. Mais en fait, quand je lui ai dit, mais non, je suis du réseau Voltaire, il a failli tomber raide mort. Il me dit, réseau Voltaire, j'ai
veux pas entendre parler de ça, c'est l'extrême droite, cachez-vous. Bon, écoute, quand on commence comme ça à dire je veux pas entendre parler de machin, je veux pas entendre parler de machin, je veux pas entendre parler de grands remplacements, je veux pas entendre parler de machin. Non, c'est fini, fermez le banc. Nous, on veut entendre parler de tout. Nous, il n'y a qu'un seul mot qu'on ne veut pas entendre parler, c'est les castors et les barrages. Voilà, nous, il n'y a pas de barrage. Nous, on veut entendre parler de tout. On veut entendre parler de tout. Alors, dans ce mouvement, on ne veut surtout pas en parler de ni droite ni gauche. Nous, on ne parlera pas de droite et de gauche. Alors, ça parlera de quoi? De droite? On ne parlera pas de droite, on ne parlera pas de gauche. On parlera d'indépendance nationale. Donc, en fait, quelqu'un qui se présente, peu importe qu'il soit droite ou gauche, il peut venir. Voilà. C'est ça. Voilà. On s'en fout, en fait, de la couleur, la fameuse couleur politique, qui est si importante dans l'esprit des gens. Moi, je le confirme. Mais les gens peuvent la garder. Dans cette fédération, le coco, il peut rester coco, le rouge, il va rester rouge, le facho, il va rester facho, si tu veux. Mais moi, j'arrive, nous sommes arrivés avec mon cher ami André Chanclus, un ancien du GUD, et quand on était jeunes, on aurait pu se mettre sur la gueule. Si ah ouais, un ancien du GUD. Oh là, heureusement que tu l'annonces avant que les inspecteurs gadgets se mettent en route. Non, je dis ça. Non, t'as dit que c'était un ancien du GUD. Un ancien du GUD. Non, parce qu'avant que les gens recherchent, parce que quand tu balances... Oui, c'était un mouvement les inspecteurs gadgets, il y en a beaucoup d'extrême droite, quoi. D'accord. Voilà, et moi j'étais coco. Et on s'entend très bien. On a des idées très très proches. Si tu veux, lui, il va aussi beaucoup nous aider, si tu veux, parce qu'il a une grande... Alors, nous, on a créé un mouvement qui s'appelle Novopol. Ouais. Novopol, mais Novopol, ça a été créé pour aider les gens du Donbass. Du Donbass. Voilà. D'accord. Aider les gens du Donbass. Bon, maintenant, la guerre du Donbass, elle est larvée. C'est-à-dire qu'on n'en est plus au point où il fallait envoyer des médicaments, on a contribué à envoyer quand même des hommes armés, on en a amené ici. Des gens qui ont combattu. Oui, on a même fait un duplex avec... on entendait les en direct les coups de feu. Direct. Quand même, mais ta télé, c'est quelque chose. Oui, bien sûr. Bon, donc tu sais, si ça, tu veux, compte pas. Quand tu vas dans le Donbass, par exemple, il y a un de mes amis qui est combattant là-bas, Serge Munier, qui est là-bas d'ailleurs, il continue à combattre. D'accord. Là-bas, et il est même devenu un officier dans l'armée là-bas, c'est aussi un ancien militaire français, et quand tu vois son bureau, c'est un mec qui vient de l'extrême droite. Et son bureau, tu as un immense drapeau rouge avec la faucille et le marteau. Tu vois? Et donc, pour les gens du Donbass, quand tu vois les gens du Donbass, tu vois les tanks qui défilent. Tu as des tanks avec une icône de la Vierge et un autre avec un drapeau soviétique. Tu vois? Donc pour eux, pour les gens qui ont l'idée encore du RSS dans la tête, et le communiste va avec la nation. Ça va ensemble. Et d'ailleurs, il y a des nationaux bolcheviques là-bas, si tu veux. Eux, ils ne verraient pas... C'est-à-dire, pour beaucoup, l'idée communiste-socialiste est parallèle avec la libération nationale. Quand tu voyais les Vietnamiens du Viet Minh, ils étaient quoi, communistes ou nationalistes? Les gens du FLN, ils étaient quoi? Ils étaient bien nationalistes. Donc, si tu veux, cette fausse gauche, ou cette vraie gauche, ou cette merde, excusez-moi pour les gens de gauche, ils ont tout perverti. Ils ont tout mis par terre. Toute l'idée nationale, qui est une belle idée, qui, de mon temps, était une belle idée, l'idée nationale. Défendre la France. Alors, les républicains, ils étaient nationalistes. Si tu veux, le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent en faute? Ils veulent le mettre par terre. Il y a des manifs, il y a des gens... j'ai participé à des réunions, ils ne voulaient pas qu'il y ait des drapeaux bleu, blanc, rouge, en disant c'est fasciste. Aujourd'hui, on est quand même avec des dirigeants politiques, comme on se souvient des déclarations d'Emmanuel Cos, qui avait dit « j'en appelle à ce qu'il n'y ait plus de France ».
Et quand elle est face à, je crois que c'est, alors c'est soit Emmanuel Todd ou Jacques Sapir, je crois que c'est Emmanuel Todd. Et elle lui dit, qui lui dit, bah, attendez, si vous me demandez ça, il faudra plus de France. Et elle dit, bah oui, je suis pour l'Union européenne, qui est moins de France et plus de France. La France deviendra une région de l'Union européenne. Et elle a été ministre du logement. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc on voit... Alors, évidemment, on peut regarder cette France de deux côtés. Parce que la France, historiquement, a deux visions. Elle a une vision de droite, maurassienne, avec une nation qui serait une nation plus ethnique, mais elle a aussi une sacrée couleur de gauche, hein, et elle a aussi l'idée de la nation civique, puisque la France a inventé le concept de nation civique. Donc on en a parlé plusieurs fois, oui, des différences. Hein, et moi, j'ai toujours été un chaud partisan de la nation civique, mais j'ai réfléchi. J'ai dit que quand même, dans une nation civique, il y a aussi une part d'ethnique. Il y a une part d'ethnique, forcément, parce que si tu mets, comme disait De Gaulle, c'est bien qu'en France, il y ait des Noirs, des Blancs, des Arabes. Ah ben, phrase qui fait polémique à chaque fois, cette phrase de De Gaulle. Bah oui, mais et elle est tellement vraie. Mais elle est tellement vraie. Si tu veux, s'il n'y a plus que des gens venant d'ailleurs, il n'y a plus de France. Il n'y a plus de France. Il y a un ailleurs. Ouais. Mais c'est quelque chose qui paraît simple, évident à comprendre, et pourtant à gauche, tu peux leur dire, et les gens ne comprennent pas. Alors, ils veulent pas. Moi, j'ai fait un article, on en a parlé ici, à une des premières émissions avec Fressinger. Ah oui, bien sûr. Le droit à la différence. Le droit à la différence et l'éloge des frontières qu'on a parlé. Voilà, et l'éloge de la frontière. Le droit à la différence. On a le droit d'être différent. Non seulement on a le droit d'être différent, mais on a le devoir d'être différent. Parce qu'on offre notre différence à l'autre. Hein, à l'autre. On offre notre différence à l'autre. On offre notre expérience à l'autre. La France a amené énormément au monde. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que la France a amené au monde. Elle a amené les États-nations, la légalité, l'ONU, le droit international. Tout. La France a tout amené. Si on a des passeports dans la poche, c'est du fait de la France. Donc chaque nation a son génie. Mais à son génie qu'en tant que nation. Sinon, si elle n'a plus de génie, elle n'a plus de nation. Hein. Faut lire ce que Nietzsche a dit de la France. Et voilà. Bon, maintenant, moi, je travaille dans un pays arabe musulman, Dubaï, qui est un pays magnifique. Hein. Pays hyper développé. À pas confondre avec le Qatar. Parce que souvent, je te dis ça parce que souvent, je vois, les gens font une confusion. Ouais. Quand tu dis je vais à Dubaï, on dit c'est avec les Qataris et tout. En plus, les Émirats Arabes Unis et le Qatar sont au bord de la guerre. Ah oui, en plus, au bord de la guerre. Tu sais qu'ils ont interdit le port du maillot de football du Barça. Ah, parce que c'est marqué Qatar. C'est marqué Qatar. 15 ans de prison si tu portes ce maillot. Tu vois, d'accord. Un peu ils en sont. Hein. Ah ouais. Voilà, donc c'est des démocraties, tout ça. C'est nos alliés c'est nos alliés en plus à nous, occidentaux, ces pays-là. Voilà. Bon, donc, si tu veux, quand je suis dans un pays arabe, musulman, avec des gens habillés en arabe, eux, ils sont habillés en arabe. Là, tu vas te faire des ennemis habillés en arabe. Ça veut dire quoi? Mais non, ils sont habillés, ils ont une robe blanche, ils ont un truc sur la tête, ils sont habillés... avec leur tenue traditionnelle. Voilà. Avec leur tenue traditionnelle. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on appelle en arabe. Eux, c'est des vrais arabes, c'est pas des maghrébins. Ce sont des vrais arabes. Hein, voilà, d'Arabie. Oui, parce que le terme est galvaudé. Arabe, effectivement, ces gens de la péninsule arabique, les maghrébins ne sont pas théoriques des arabes. Dans les faits, sont des berbères. Voilà. Donc, eux sont des arabes, ils sont habillés en arabe. Leur religion traditionnelle, c'est l'islam. Bon, et puis ils ont leur tradition, leur culture. Et quand tu vas là-bas, c'est toi qui respectes leur tradition et tu ne viens pas perturber, leur culture. Non, et je suis très bien. Moi, l'appel du muezzin, ça ne me gêne pas. Au contraire, le mec, il chante bien. L'appel de la prière. Moi, j'y étais pendant le ramadan. Je trouvais ça mieux parce que finalement, je m'en mangeais plus tôt que d'habitude. Non, et puis, la rupture du jeûne, c'est toujours... C'est très convivial, etc. C'est toujours sympathique. Moi, je suis dans un pays arabe, je me plie à leur culture, et la culture arabe a amené beaucoup au monde.
énormément, si tu veux. Hein, dans le domaine scientifique, dans le domaine mathématique, dans le domaine philosophique. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, on ne peut pas... mais chacun doit être ce qu'il est. Voilà, hein, chacun doit être ce qu'il est. D'accord. Voilà. Bah justement, je reprends quelques arguments parce que, en plus, il y a Steph, il nous met des petits coms intéressants en régie. Il me dit, il n'y a pas de révolution sans une alliance entre une partie du peuple et une partie de son élite. La gauche est infectée de SWG, c'est ces social justice warriors, tu sais, les gens qui sont on appelle les guerriers de justice sociale. Par exemple, ils vont voir, par exemple, ce que tu viens de dire là, je suis habillé en arabe, ce sont des gens qui vont te faire un procès pour ça. Tu vois, c'est des choses, voilà, des gens qui estiment qu'il faut tout mettre bien dans la société. Et la gauche s'accapare ces idées-là, devient le terreau et évidemment l'anti-France. Parce que l'anti-France, il prospère à gauche. Et comment tu vas faire pour fédérer ces gens-là qui sont quelque part irréconciliable. Tout à l'heure, on me le disait aussi, on disait, mais comment tu vas réconcilier ces gens-là dans une guerre? Non, je ne vais pas les réconcilier. Non. Pour être quelqu'un, il faut combattre autre chose. Sinon, pas quelqu'un. Tu existes en combat. Je suis devenu Nietzschéen grâce à notre cher ami, et elle m'a fait découvrir Nietzsche. Mais il est fabuleux, Nietzsche. Ah, mais moi, j'adore Nietzsche. En philosophie, c'était mon auteur favori. Fabuleux. Et donc, tu ne peux exister que en opposition. Tu n'es pas obligé. Des fois, Nietzsche est un peu radical. Hein. Il a dit devenez dur. Il avait raison. Soyons ennemis, mes amis, jusqu'à ce que mort s'en suive. Devenez dur. Hein? Devenez dur, il disait. Devenez dur. Devenez dur. Le surhumain doit être pour l'humain, doit être pour le surhumain comme le singe pour l'humain. Voilà Nietzsche. Devenez dur. Devenez dur. Donc, moi, je vais pas lécher le cul à la gauche de merde. Je veux dire qu'on va les combattre. Ouais. C'est tout. Ici, ils sont contre la nation. Nous, on est pour l'indépendance. On va pas leur dire, ah ben non, c'est bien, quoi. C'est tout. Il faut dire, voilà, vous êtes nos ennemis. Voilà. Et quand il y a un combat, il faut savoir choisir son adversaire. Donc, nous, évidemment, notre adversaire physique, c'est la finance internationale, les trappes profonds multinationales, bien sûr, et toutes ces marionnettes. Ça, c'est ceux qui tiennent les ficelles. Ouais, mais comment on fait pour les dégager? Mais ceux qui nous causent à nous, leurs représentants, c'est leurs représentants, le représentant de cet État profond et cette finance mondialiste, c'est la gauche. On ne va pas se cacher là-dessus. C'est la gauche, c'est tout. Ouais. Point à la ligne. Ouais. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Nous, on n'est pas de droite, je ne suis pas de droite, mais la néo-gauche que j'appelle maintenant la néo-gauche, j'ai parlé de ce qu'était la gauche de mon temps. Non, mais tu dis que tu n'es pas de droite, mais peut-être que tellement dans les lignes politiques actuelles, tu serais plutôt de droite, non? Je suis... Enfin, je dis ça, non, mais je dis ça, je fais l'avocat du diable, là, forcément. Mais là, par exemple, dans les lignes actuelles, parce que les lignes, tout a bougé. Moi aussi, je veux dire, j'ai toujours été un gauchiste. Alors, le gauchiste m'a tué, le gauchisme m'a tué. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, on me traite d'extrême droite, machin, parce que... Aussi. Voilà, parce que... Fascisme. Fasciste, facho, voilà, etc. Dès que en fait, si tu veux, tu exprimes une idée qui est contre la doxa, contre l'idéologie dominante, de toute façon, on dit que tu es un extrême droite. Donc ça veut dire, en gros, ça donne raison à tous ceux qui disent que l'idéologie dominante, elle est de gauche. L'idéologie dominante est de gauche, c'est évident. Ouais. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais il y en a qui des fois, ils ne sont pas d'accord, alors que toi, tu es d'accord avec ça. L'idéologie dominante est de gauche, clairement. Tellement de gauche que même les soi-disant, les Républicains, je parle le parti, l'UMP, ils sont aussi de gauche un peu quelque part, idéologiquement, sur certains aspects culturels. Oui. Je veux dire, on prend une Kosciusko-Morizet, on peut dire qu'elle est de gauche, elle est même pas, je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à droite, c'est vraiment là une étiquette d'emballage, mais je veux dire, son logiciel idéologique, il est complètement compatible avec quelqu'un de gauche. Voilà. Donc ça, mais c'est étonnant qu'on soit arrivé à cette situation, parce que voilà, maintenant, ça veut dire qu'en fait, la feuille de papier à cigarette qui tenait encore pour dire il y avait une droite et une gauche, elle n'existe tellement plus. Et Macron, peut-être, justement, il l'a fait sauter, en plus, c'est ça qu'il faut. Mais Macron, je l'embrasse sur la bouche, cette pédale. Il nous aide, il faut mettre bien ça dans la tête. Non, oh merde. Ah ouais, non, mais on a la télé, quoi, tu sais, c'est pas le moment. Non, ça a dérapé, allez. Moi, j'ai dérapé, excusez-moi, tous les homosexuels. Voilà. Je le referai plus. Voilà, exactement. C'est comme ça, c'est bien. Quand on reprendra la vidéo, elle a 17h. J'ai des fois un langage un peu cru.
on me l'a reproché. Ah bah oui, bah non, ouais, à la télévision, tu sais très bien. Après, moi, je me fais taper sur les doigts, tu vois. Ouais. Alors oui, comme tu disais, voilà, moi je disais Macron, il a fait éclater justement ce truc-là. Sarkozy avait commencé. Hein. Il avait commencé, ouais. Il avait commencé, parce que quand il a pris des ministres de gauche dans son gouvernement, voilà, contre toute attente, ça Sarkozy en plus, c'était une surprise, faut bien le dire. Ouais. Personne ne pouvait s'attendre à ce que Sarkozy fasse un gouvernement avec des gens de gauche. Mais parce tout le monde s'attendait à ce que ce soit hyper à droite et tout. Ouais. Donc, ouais. Sarkozy, c'est un homme de l'État profond. Un agent de la CIA, un homme de l'État profond qui met là. Mais lui, il sait très bien que l'idéologie fondamentale de cet État profond, c'est l'idéologie de gauche. On l'a vu éclater, tous ces gens de gauche, la haine contre Trump. Ouais. Hein, on l'a vu. Ouais, hein, ils ont déversé leur haine absolue, tous ces gens de gauche, contre Trump. Oui, bien sûr, lui, la gauchiasse dissidente aussi. Qui voulait mettre fin à l'impérialisme. Oui, bien sûr. Il dit, moi, je vais mettre fin à l'impérialisme. Et la gauche, elle dit, non. Un jour, il a mis la main à une miaou. Faut pas dire le mot. Bah oui, pas de... c'est politiquement correct. Et alors là, c'était la fin des haricots. Donc voilà, c'est tout. Alors, moi, je vais pas combattre, on va pas combattre la gauche, on va combattre les gens qui vont être contre nous. Mais sans dire, vous êtes de gauche, on s'en fout. C'est vous qui le dites. Ouais. C'est vous qui le dites, mais... Parce que ça a encore du sens un peu, si tu veux, dans la tête des gens. Moi, je le vois sur le terrain, à chaque fois qu'on parlait de ça de droite-gauche, et il y a plein de gens, alors quand tu leur disais, bah écoutez, moi je sais plus vraiment ce que ça veut dire, parce que droite-gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Ils disaient, vous savez, moi justement ça me dérange dans le nouveau gouvernement, parce que je trouve pas ça courageux, c'est des gens qui prennent pas leurs idées, etc. Donc il y a encore ce clivage, il est encore implanté idéologiquement dans les têtes. Ils ont bien réussi, c'est-à-dire que Même si la réalité, tu vas dire qu'il existe... Dans toute évolution, il y a la partie passée et la partie future. Donc tu vas trouver des gens qui sont dans le clivage, et puis tu vas trouver des gens qui n'en ont plus rien à foutre. Il y a la différence, par exemple, entre les bobos cocos qui dirige encore pour peu de temps Saint-Denis, si tu veux. Hein. Ouais. C'est plus que des bobos cocos, c'est tous des enseignants. Et puis, bon, ils vont être virés. Bon, et ce qu'on a construit avec Novopol. Novopol, qu'est-ce que t'as? T'as Chancluc qui était du GUD. T'as Svetlana Kiselyeva. Oui. Tu vois, qui était la présidente. Lui, elle, quand tu lui demandes t'es de quel pays? Normalement, elle est ukrainienne. Elle dit non, moi, je suis soviétique. Moi, je suis soviétique. Elle défend toujours soviétique. Elle défend même Staline. T'as qu'à voir. Bon. Voilà, c'est elle. C'est ça. Donc, on a mon neveu qui se dit fasciste. Mais bon, des fascistes comme ça, j'en veux tous les jours, hein, parce qu'il est plus à gauche que les gens de gauche. Bon, mais c'est comme ça. Et si tu veux, nous, on fait des réunions, on a fait beaucoup de réunions ensemble. Hein. Et puis, il se trouve que il y avait les partis cocos, les communistes, les anciens communistes, et puis les anciens fachos. Alors, chacun y allait de sa chanson, mais souvent, l'air sont les mêmes, mais les paroles sont différentes. Quoi. Et les gens arrivaient bien à s'entendre autour d'une table? Mais complètement. Bon, c'est rassurant. Mais ils s'entendaient très, très bien. Très bien, parce que c'était quoi? C'était de lutter, tous ces gens-là. En fait, ils luttaient contre le fascisme et le nazisme réel. Contre le nazisme réel. Le nazisme de ces ukrops, là, comme ils les appellent. C'est des vrais nazis, avec des croix gammées. Alors peut-être, avant la pause, tu me dis ce que tu en penses, parce que ça aussi, c'est ce que les gens pensent. C'est toujours bien entendu. Est-ce que cette union, malheureusement, ce ne sera pas dans un contexte, par exemple, de guerre, c'est-à-dire un contexte extrême, où là, les gens, par obligation, seront obligés d'abandonner leur clivage idéologique et n'auront plus le choix. Parce que peut-être que le CNR, il est né aussi d'une obligation, c'est-à-dire que la situation l'exigeait. Il n'y avait pas d'autre choix pour eux que de prendre des communistes et des cagoulards et des mecs machin, parce que si on ne se sortait pas, le pays il allait disparaître de toute façon. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas se retrouver
dans une situation similaire de guerre, de machin, pour que d'un coup, entre guillemets, les mecs de France Insoumise et les mecs de Front National, ils se disent bon, bah, on va s'asseoir à la même table, parce que là, de toute façon, si on se met pas, bah, il y aura plus de table après. Enfin, voilà, alors ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais ceci étant dit, qu'est-ce que tu veux? On attend sur notre cul que la guerre vienne, où on essaye déjà de faire comprendre aux gens que dans la réalité, on est dans une situation qui est identique à celle qui prévalait dans les années 40, c'est-à-dire sous la soumission de l'étranger, que la France, par les faits, n'existe pas, qu'il n'y a aucune souveraineté, qu'on n'a plus de monnaie, on n'a plus d'armée, on n'a plus de loi, on n'a plus rien. Donc on est dans un fascisme doux, et les gens ne se rendent pas compte de ce fascisme. C'est pour ça que moi j'adore cette chambre des députés complètement macronisée, avec si peu de voix. C'est adorable, cette situation. Je dis, mais alors voilà, vous voyez votre démocratie, là? Il va pouvoir passer tout ce qu'il veut. Quoi. Il va passer tout ce qu'il veut, Macron, par définition. Oui, mais on s'en fout. Ouais. Ce serait n'importe qui d'autre, il passerait tout ce qu'il veut, ce serait pareil. Tu crois que ça a empêché Hollande de faire passer la loi El Khomri? Oui, c'est vrai. Non, on va faire une pause, c'est l'heure, si la régie elle est prête, c'est parfait. On fait la pause, on revient juste après, restez connectés sur meta.tv.